Alors, toute chose étant à la fois un petit peu historique et puis un petit peu politique, il nous semblait nécessaire, pour planter le décor, ouvrir cette journée de réflexion, d'évoquer un petit peu l'histoire de ces deux institutions, donc école publique et bibliothèque publique, en évoquant, donc, alors d'une part, les fondements idéologiques qui en sont la base, et puis également l'actualité, là aussi brûlante, hein, comme le disait Christian, de ces deux institutions. En effet, outre la tutelle qui fut longtemps celle de l'instruction publique, on trouve à leurs origines respectives un même fondement intellectuel, révolutionnaire et démocratique, qui va se poursuivre malgré le coup d'arrêt porté à l'élan républicain, à l'élan révolutionnaire par les thermidoriens. Avant même que ne soit proclamée donc, la Première République, en septembre 1792, ces animateurs vont s'accorder pour conférer un statut particulier et valoriser notamment la bibliothèque. Cette institution, donc, comme l'école, avait vocation, selon les pères de la Révolution, à lutter contre l'ignorance et à favoriser ainsi l'affermissement de la liberté. Durant la période révolutionnaire, les projets relatifs à l'instruction en général et aux bibliothèques en particulier sont donc nombreux. Ils sont étroitement liés à la fondation du nouveau régime politique, comme le note l'historienne Anne Kupiec. Le conventionnel Rome estime que, je cite, « la mauvaise répartition des bibliothèques sur le sol de France les a souvent rendues inutiles et a dérobé à la France la connaissance des ouvrages précieux qu'elle renferme. » Le curé jacobin et conventionnel de l'Oise, Jacques-Michel Coupé, préconise l'installation, quant à lui, d'une bibliothèque dans chaque district, principe qui va être adopté en janvier 1794. La littérature, dit-il, les sciences doivent s'allier aux vertus civiques, unir leurs travaux et concourir ensemble à la gloire et à la prospérité de la République. Chaque bibliothèque publique doit devenir l'école de tous les citoyens, leur présenter le tableau des siècles et des nations et les agrandir de tous les travaux et de toutes les pensées des esprits humains. Quelques mois après Thermidor, on peut lire dans la Revue des idéologues, la décade philosophique, politique et littéraire, le but de nos législateurs semble être de faire des Français non seulement le peuple le plus libre, mais le peuple le plus instruit de l'univers. Un décret du 15 décembre 1790 postule ainsi que les dépôts de livres deviendront des lieux où, je cite, les citoyens viennent puiser des connaissances nécessaires à tous, sous une constitution libre où tous peuvent être appelés aux fonctions les plus importantes. Les confiscations révolutionnaires des bibliothèques religieuses et mobilières correspondent en effet à un volume qui est assez important. Dans un rapport de Talleyrand qui date de septembre 1791 sur l'instruction publique, Talleyrand estime les seules collections religieuses 4 194 412 volumes. À cela s'ajoute la Bibliothèque royale, qui est forte de 300 000 ouvrages, l'ensemble des biens des immigrés saisis à leur tour, et les bibliothèques des universités, des académies et sociétés savantes, qui passent sous la main de la nation en 1793. On peut estimer du coup les collections nationales en 1794 à plus de 10 millions de volumes, selon les chiffres de l'abbé Grégoire. Et ce patrimoine va s'enrichir encore de prises de guerre sous l'époque de Napoléon. Dans l'esprit des révolutionnaires, cette collection ainsi constituée était destinée à alimenter originellement donc un vaste réseau de bibliothèques censé apporter au peuple éducation, civisme et culture, l'esprit des Lumières, donc porteur d'un idéal d'hégémonie, de rayonnement de la nation et d'un idéal artistique invoqué pour la conservation des livres notamment, a suscité non seulement la nécessité républicaine d'instruction publique, mais également l'accès aux livres, lesquels sont alors perçus comme les principaux auxiliaires de l'enseignement. En fait, et comme pour l'école, l'idéal de liberté et d'accessibilité, d'égalité, inspire l'essentiel des mesures qui vont être relatives aux bibliothèques. Le projet révolutionnaire se propose d'établir un système d'éducation démocratique et égalitaire. Les nouvelles bibliothèques publiques sont ainsi conçues comme un lieu citoyen pour s'instruire, s'émanciper et développer son esprit critique. On trouve étroitement associé, comme pour l'école,
volonté politique et éducative, fonction morale et civique de ces établissements, et il s'agit clairement de consolider la République naissante. Pour ce qui concerne l'école publique, on peut estimer également que sa nécessité, en tout cas en tant qu'idéal politique, naît comme la bibliothèque publique avec la Révolution. Là aussi, impossible donc de ne pas évoquer le formidable ébranlement des Lumières, son engouement pour l'éducation et la pédagogie notamment. Et c'est à cette époque que se fonde notamment une science de l'éducation, qui s'exerce naturellement au premier chef sur l'enfant. S'opère ainsi un changement profond des théories, des structures, des pratiques de l'enseignement, avec l'imprimerie, l'humanisme de la Renaissance, les réformes religieuses. Le réseau scolaire s'était structuré autour de nombreux collèges, puis la création de petites écoles au XVIIe siècle surtout, et enfin au XVIIIe siècle, la création d'un réseau d'établissements avait un petit peu préparé le terrain. On trouve derrière l'élan scolaire le même présupposé qui a précédé l'essor de la bibliothèque publique, un discours savant qui impose peu à peu la nécessité scolaire, qui fustige l'ignorance comme une tare personnelle et la cause principale de la marginalisation sociale et économique des individus. La diffusion de ces principes parmi les autorités ecclésiastiques et peu à peu dans l'ensemble des milieux sociaux, l'essor de la bourgeoisie, de la paysannerie aisée, s'accompagne d'une exigence d'éducation que la Révolution va peu à peu muer en droit à l'instruction. L'émergence d'une instruction publique et laïque figure donc parmi les éléments marquants de l'évolution scolaire entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. On trouve donc réunis les fondements idéologiques de l'instruction publique moderne dans la figure et dans l'œuvre du marquis de Condorcet. Sous l'Ancien Régime, l'éducation était avant tout affaire évidemment de l'Église. La mesure de l'alphabétisation montre l'ampleur et en même temps les limites de l'œuvre accomplie. On estime à l'époque à 37% la proportion des Français à la fin de l'Ancien Régime assez instruits pour signer leur acte de mariage. Ils étaient 21% un siècle plus tôt. L'instruction féminine là aussi progresse lentement. Environ un quart des femmes sont alphabétisées, sommairement pour nombre d'entre elles. Les disparités restent importantes entre les villes et les campagnes. En rupture donc, avec l'Ancien Régime, la Constitution de 1791 dispose qu'il sera créé et organisé une instruction publique commune à tous les citoyens. Dans le fil de la pensée des encyclopédistes, Condorcet estime que les progrès de la science et de la raison mèneront au bonheur des sociétés et des individus. Il écrit dans l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, je le cite, « Nos espérances sur l'état à venir de l'espèce humaine peuvent se réduire à ces trois points importants. La destruction de l'inégalité entre les nations, les progrès de l'égalité dans un même peuple, enfin, le perfectionnement réel de l'homme. » Condorcet dénonce tout dogmatisme. La puissance publique ne peut même sur aucun objet avoir le droit de faire enseigner des opinions comme des vérités. Elle ne doit imposer aucune croyance. À l'Assemblée nationale législative est créé un comité d'instruction publique dont Condorcet est évidemment nommé président. Le 5 mars 1792, il est rapporteur du projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique que le comité doit présenter à l'Assemblée. Le projet qu'il rédige à la législative est fidèle aux idées qu'il a toujours défendues, est approuvé par le même comité le 18 avril et présenté à l'Assemblée nationale les 20 et 21 avril 1792. Condorcet distingue l'instruction de l'éducation dont les fondements reposent sur l'enseignement de la morale. Il dit « Les principes de la morale enseignés dans les écoles et dans les instituts seront ceux qui, fondés sur nos sentiments naturels et sur la raison, appartiennent également à tous les hommes. » Il s'agit d'assurer le développement des capacités de chacun et de tendre au perfectionnement de l'humanité. Le projet tend à instituer 5 catégories d'établissements. Les écoles primaires, qui visent à la formation civique et pratique, les écoles secondaires, où sont enseignées les mathématiques et les sciences, essentiellement, les instituts, qui assurent dans chaque département la formation des maîtres,
et aux élèves un enseignement général. Les lycées, lieu de formation des professeurs et de ceux qui se destinent à des professions où l'on ne peut obtenir de grands succès que par une étude approfondie d'une ou de plusieurs sciences. La Société nationale des sciences et des arts, ayant pour mission la direction des établissements scolaires, l'enrichissement du patrimoine culturel, la diffusion des découvertes. Vous voyez bien que culture, bibliothèques sont étroitement liées à cette idée-là de l'instruction publique. Et le plan se caractérise, innovation assez forte quand même, pour l'époque évidemment, par l'égalité des âges et des sexes devant l'instruction, l'universalité et la gratuité de l'enseignement élémentaire et la liberté d'ouverture des écoles. Bibliothèques et écoles publiques partagent donc ce même terreau révolutionnaire et démocratique. Condorcet d'ailleurs ne dissocie pas les deux. À la tribune de l'Assemblée nationale, il dessine ainsi les équipements et services, pour employer cette terminologie un petit peu moderne, dont devront être dotés chaque commune et qu'il imagine ouvert à tous. Je le cite, « Les instituteurs donneront des conférences hebdomadaires ouvertes à tous et à tous les citoyens. Chaque école aura une petite bibliothèque, un petit cabinet où l'on placera quelques instruments météorologiques, quelques modèles de machines ou de métiers, quelques objets d'histoire naturelle. Et ce sera pour les hommes un nouveau moyen d'instruction. Sans doute ces collections seront d'abord nulles, mais elles s'accroîtront avec le temps, s'augmenteront par des dons, se compléteront par des échanges. Elles répandront le goût de l'observation et de l'étude, et ce goût contribuera bientôt à leur progrès. Ce degré d'instruction peut encore, à quelques égards, être envisagé comme universel, une égalité plus absolue. » Donc, à ces origines communes font ainsi écho des enjeux communs. 2 siècles plus tard, je propose de faire un bond dans l'histoire, que l'on retrouve dans les débats et les mises en cause qui ont agité récemment ces 2 institutions que sont l'école et la bibliothèque. Sans doute parce qu'elles sont 2 maisons communes de la République dans leur esprit. Elles cristallisent un ensemble d'attaques dont nous pouvons relever 2 exemples récents, parmi beaucoup d'autres. La remise en cause de la littérature de jeunesse du côté des bibliothèques et la lutte contre le prétendu enseignement de la théorie du genre à l'école. Analysons ces 2 événements qui sont étroitement liés. Le 9 février dernier, sur l'antenne de RTL, Jean-François Copé, leader du principal parti d'opposition, fustige l'album Tous à poil, selon lui recommandé par les enseignants. Et M. Copé de dénoncer, quand j'ai vu ça, mon sang n'a fait qu'un tour. Ça vient du centre de documentation pédagogique, ça fait partie de la liste des livres recommandés aux enseignants pour faire la classe aux enfants de primaire. Le maire de Meaux lit quelques passages de l'album. À poil le bébé, à poil la babysitter, à poil les voisins, à poil la mamie, à poil le chien, à poil la maîtresse. Vous voyez, c'est bien pour l'autorité des professeurs. Il s'insurge en ces termes. Il y a un moment où il va falloir qu'à Paris on atterrisse sur ce qui est en train de se faire dans ce pays. Et M. Copé de conclure que le rôle des responsables de l'UMP, c'est de dire ça suffit face à un gouvernement pétri d'idéologie. Alors voilà quelques exemples de l'album criminaire. Au même moment, comme par hasard, mais vraiment quelques jours après, plusieurs membres du personnel de bibliothèque municipale, comme quoi la parole des politiques est importante et elle libère souvent la parole des autres mouvements qui peuvent agiter la société. Plusieurs bibliothèques municipales, disais-je, Versailles, Rennes, Nantes, Dole, Toulon, Landal, Saint-Étienne, Troyes, Le Chesnay, Massy, Saint-Germain-en-Laye, Andernon-les-Bains, Neuilly-sur-Seine, Mérignac, Tours, Strasbourg, Castelnaudary, Quimperlé, Boulogne-Billancourt, Riom, Clermont-Ferrand, Lyon, Viroflay, Cherbourg. Et puis certains élus également vont faire l'objet de menaces, de pressions écrites de la part de militants d'extrême droite, de catholiques traditionnalistes et d'identitaires, parmi lesquels de nombreux membres d'un collectif qui s'appelle le Printemps français, vont exiger le retrait de certains livres pour la jeunesse des collections, au prétexte qu'ils défendraient la théorie du genre et dénoncent des bibliothèques idéologiques. Parmi les livres en cause figurent des titres de la littérature jeunesse tels que Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi,
Tango à deux papas, et pourquoi pas. Papa porte une robe, Jean a deux mamans, ou encore la princesse qui n'aimait pas le prince. Donc voilà quelques extraits des livres qu'il faudrait évidemment sans tarder retirer des collections de la bibliothèque. Ça, c'est la princesse qui n'aimait pas le prince. Moi, j'aime beaucoup cet album-là. Alors, sont évidemment particulièrement visés tous les titres qui concernent l'égalité homme-femme ou l'évocation, sous un trait ou sous une note, de l'homosexualité. De son côté, le Salon belge, qui est un blog catholique traditionnaliste, recommande un guide qui va lister les bons livres, qui s'appelle Une bibliothèque idéale. Avec la pochette très réussie, très attrayante. Donc, écrit par Anne Lamblin, Une bibliothèque idéale propose des ouvrages éthiquement corrects. Alors, selon cet auteur, je la cite, un bon livre est d'abord écrit dans une belle langue. La richesse du vocabulaire et la qualité de la syntaxe sont essentielles. Adios, Bukowski et consorts. Un livre de qualité ne déconstruit pas les repères traditionnels de la société et les valeurs. Il les respecte. Il vise à éveiller la conscience à des aspirations élevées. Un beau livre est illustré avec goût, même si cette notion est évidemment subjective, reconnaît Van Lange. Un livre lumineux propose à l'enfant des mondes imaginaires optimistes. C'est un livre qui forme son esprit et sa sensibilité et qui forge le caractère. Alors, Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, va vivement réagir quand même à ces propos. Et aux pressions exercées sur les bibliothécaires. Je la cite, ils se rendent dans les bibliothèques de lecture publique, exercent des pressions sur les personnels, les somment de se justifier sur leur politique d'acquisition, fouillent dans les rayonnages avec une obsession particulière pour les sections jeunesse et exigent le retrait de la consultation de tout ouvrage ne correspondant pas à la morale qu'ils prétendent incarner. Pour la ministre Filippetti, il est temps d'en appeler à Voltaire, à l'esprit des Lumières, pour dénoncer ces atteintes scandaleuses à la démocratie et à la liberté dans notre pays. La lecture est un des meilleurs outils de lutte contre les fanatismes, contre l'intolérance. Elle réaffirme également son soutien le plus absolu au personnel des bibliothèques et aux élus locaux qui doivent faire face à ces agressions. Je souhaiterais quand même que ce soutien absolu se retrouve un petit peu plus dans les mesures conduites par l'État stratège. De son côté, évidemment, l'Association des bibliothécaires de France, l'ABF, prend également position, elle exprime son désaccord profond avec ses prises de position partisanes et extrêmes, et l'ABF soutient et salue les bibliothécaires qui, en achetant livres et autres documents, sont fidèles à la vocation des bibliothèques telle qu'inscrite dans le manifeste de l'UNESCO, à proposer des collections reflétant les tendances contemporaines et l'évolution de la société. Cette stigmatisation de la littérature de jeunesse n'a pourtant rien de nouveauté. Dans la préface de Romans à lire et romans à proscrire de l'abbé Louis Bethléem, paru en 1905, et qui fut en son temps un authentique best-seller, on trouve la mention suivante dès la préface. Il est rigoureusement interdit, à la littérature, de blesser, d'aveugler et surtout de souiller et d'égarer. Intellectuel catholique et fervent défenseur des bonnes mœurs, l'abbé Bethléem considérait certaines lectures comme dangereuses. Donc son livre s'adressait à des familles justement alarmées du dévergondage qui règne dans le roman contemporain. Alors déjà, à l'époque, il condamnait pêle-mêle Balzac, Dumas, Flaubert, Hugo et beaucoup d'autres auteurs sous couvert de préserver l'innocence des enfants. Alors ainsi, on va trouver beaucoup d'ouvrages qui étaient pourtant plébiscités par les jeunes publics, mais qui sont rigoureusement interdits ou à proscrire selon l'abbé Bethléem. Donc par exemple, Les Patins, qui était un périodique qui publiait la bande dessinée bien célèbre, Les Pieds nickelés. Alors là, Les Patins et Les Pieds nickelés sont classés par l'abbé dès 1908 comme des mauvaises publications. Ou bien encore Mickey, qui est accusé de démoraliser les petits Français. Et l'abbé préconise plutôt la lecture des premiers albums de Tintin, qui exaltent bien mieux la morale chrétienne. Les préceptes de l'abbé Bethléem ont sans nul doute contribué à inspirer d'ailleurs
la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, qui entendait protéger les enfants contre les publications immorales. L'article 2 stipule que les publications ne doivent contenir aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la jeunesse. Cette loi a institué une commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à la jeunesse et à l'adolescence, dépendant du ministère de la Justice, qui demeure toujours d'actualité, même si très honnêtement, il faut bien reconnaître, elle n'est pas très active et elle n'a par exemple rien trouvé à redire à l'album, tout simplement. Alors, il est aujourd'hui heureusement admis que les récits pour la jeunesse, et en premier lieu les contes de fées, sont fondamentaux pour la construction de l'imaginaire de l'enfant. Christian en parlait dès son introduction. C'est ce qui rend ces polémiques d'ailleurs totalement absurdes. S'il faut condamner l'album tout ça pointe, que penser alors d'un conte où un petit garçon et ses frères retrouvent leur chemin grâce au dépôt de petits cailloux après que leurs parents les aient abandonnés? Faut-il conseiller la lecture de récits où il est question d'une abominable marâtre ordonnant l'assassinat de sa belle-fille au motif qu'elle est plus belle qu'elle, ou d'une petite fille en rouge, sans doute en opposition à la mère, qui est dévorée pour avoir fait le choix périlleux de quitter le chemin la conduisant jusqu'à son aïeul. Avec Bruno Bettelheim, notamment, on sait que les contes de fées ont une valeur thérapeutique pour l'enfant, qu'ils reflètent des conflits ou des angoisses apparaissant à des stades spécifiques du développement. Grâce à sa longue expérience clinique en tant qu'éducateur et thérapeute auprès des enfants et de leurs parents, Bettelheim élabore des interprétations de ces récits, suggérant qu'ils aident l'enfant à découvrir le sens profond de la vie, tout en le divertissant et en éveillant sa curiosité. Les contes stimulent l'imagination de l'enfant, il aide à voir clair dans ses émotions, mais aussi à prendre conscience de ses difficultés, tout en lui proposant des solutions possibles aux problèmes qui le troublent. Avec Bettelheim, d'autres chercheurs ont insisté sur cette fonction essentielle des contes, lesquels peut être étendus finalement à l'ensemble de la littérature pour la jeunesse. On trouve avec Marie von Franz l'idée que ces contes sont l'expression la plus pure et simple du processus collectif inconscient. Hans Dickmann, 1986, suggère que les contes décrivent nos complexes primaires, mais aussi la manière avec laquelle on apprend à se comporter dans la relation avec eux. René Gatkin estime quant à lui que l'analyse d'un conte ne doit pas être orientée par la recherche d'une signification unique. Dans l'analyse d'un rêve, la polysémie des personnages, des objets, des lieux et des actions permet d'aborder les formes les plus cachées de chacun de nous. Quand il s'agit d'un conte, dit-il, c'est une clé précieuse pour comprendre quelqu'un. Chaque rôle ne représente pas la totalité d'une personne, mais un de ses aspects, le produit d'une de ses identifications. Selon Gatkin, les enfants ne peuvent apprendre à connaître qu'après avoir éprouvé le plaisir d'imaginer. Dans les années 70 notamment, les éditions des femmes, Arline Quist, Hervé Vidal, Le sourire qui mord de Christian Boulel, avaient proposé d'autres formes de littérature destinées aux enfants, et dont on trouve un exemple très abouti avec Julie, qui avait L'ombre de garçon, l'histoire d'une petite fille qui prend conscience des différences entre la norme et son identité sexuelle réelle. Publié en 1976, sans avoir suscité autant de débats que certains titres plus actuels de la littérature jeunesse, ces livres et leur réception nous en apprennent finalement beaucoup sur le degré de démocratie dans nos sociétés. Cela nous amène à évoquer un autre débat récent, quoique très en lien avec le précédent, et qui concerne cette fois la remise en cause de l'école. Coordonnée par une ancienne figure de la lutte des beurs dans les années 1980, Farida Belgoul, devenue proche du militant d'extrême droite Alain Soral, des dizaines de parents ont retiré le 27 janvier dernier leurs enfants de l'école pour protester contre, je cite, l'enseignement obligatoire de la théorie du genre. L'enseignement de la théorie du genre à l'école serait destiné à nier les différences entre filles et garçons et de nature à porter atteinte
à l'intégrité et à la pudeur des enfants. Les initiateurs donc, de cette JRE, Journée de retraite d'école, vont aller jusqu'à évoquer, au travers de la dénonciation des ABCD de l'égalité, qui ne sont en fait que des ateliers pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes sexuels, afin de corriger les inégalités entre les sexes dès le plus jeune âge. Je vais tenter de le faire. Le mouvement JRE va dénoncer l'existence de cours d'éducation sexuelle dès la maternelle, d'incitation à la masturbation, d'apologie de l'homosexualité. Ces mouvements dénoncent au sein de l'école une idéologie du gender qui aurait pour vocation, avec le concours implicite du ministère de l'Éducation nationale et des bibliothécaires évidemment, d'imposer subrepticement une société basée sur les orientations sexuelles qui deviennent le fondement du droit à l'égalité. Bien sûr, ce débat, vous l'avez compris, suit l'adoption de la loi sur le mariage pour tous. Les animateurs du GRE postulent donc qu'il existerait une idéologie positive du gender, du genre, qui se donnerait des objectifs précis à atteindre. Il s'agit pourtant d'une pure vue de l'esprit. Pourquoi? Parce que cette théorie du genre, ces gender studies, sont en fait une théorie issue des États-Unis, qui est avant tout un mouvement universitaire issu des années 60 et 70, qui se propose d'étudier les raisons des inégalités hommes-femmes. Il s'agit donc d'un matériel d'études universitaires et non d'une idéologie politique d'un parti. Les opinions exprimées d'ailleurs par les études de genre sont en outre loin d'être univoques. C'est évidemment un champ universitaire qui fait l'objet de débats. Les gens sont loin d'être tous d'accord les uns avec les autres. En intégrant les questions de discrimination sexuelle et des rôles sociaux de l'homme et de la femme à travers les ABCD de l'égalité, en évoquant la question des stéréotypes sexuels, l'Éducation nationale ne faisait que poursuivre une politique qui d'ailleurs avait été de manière assez uniforme, suivie toutes ces dernières années, une politique de sensibilisation à des sujets de société, tels que le racisme, les dangers de la drogue, l'écologie, qui jusque-là avait toujours un petit peu transcendé les alternances politiques. La question de l'enseignement de la théorie du genre a pourtant été présentée comme étant devenue obligatoire. Les mouvements à l'origine de ces rumeurs vont assurer, je cite, que l'État, sous couvert de lutter contre l'homophobie, introduit à notre insu la théorie du genre à l'école. Homosexualité, bisexualité et transsexualité entrent dans tous les programmes scolaires. Un tract de la Manif pour tous va fustiger cette vision idéologique dans la droite ligne des concepts de gender. Elle revient à nier notre réalité idéologique et culturelle et à déconstruire les repères élémentaires de nos enfants. Sous couvert de lutte pour l'égalité, c'est l'indifférenciation entre garçons et filles qui se profile. Sur le site de l'ABCD de l'égalité, les outils pédagogiques mis à disposition des enseignants ne font pourtant que proposer des éducations, des activités pour combattre les stéréotypes et s'employer à les déconstruire. Il n'y a pas des sports de filles et des sports de garçons. Ils analysent des œuvres d'art qui illustrent les différences de mode au travers des époques. Les objectifs sont clairs: renforcer l'éducation au respect mutuel entre les filles et les garçons, lutter contre les stéréotypes et donc contre toutes les discriminations, œuvrer pour la mixité aussi des filières de formation et en faveur de l'égalité professionnelle. Un programme où on cherchera en vain quelconque apologie de l'homosexualité ou de la masturbation. Alors, l'intérêt de l'évocation à 2 siècles d'intervalle des fondements idéologiques d'une part à l'origine des 2 institutions, l'école et la bibliothèque, dans leur anatomie contemporaine, et des débats qui les remettent en cause au sein de la société plus récente, nous éclairent finalement sur l'importance de l'école et de la bibliothèque publique, lesquelles peuvent sans doute être considérées, comme l'évoquait Christian dans son introduction, comme constitutives du pacte social républicain. Toutes deux sont censées, en tout cas dans leur fondement idéologique, originel, toutes deux sont censées, outre leur mission relative à l'instruction publique, à l'accès à l'information, comme aux œuvres de l'art et de l'esprit, promouvoir la défense des vertus républicaines, de liberté, d'égalité, de fraternité, d'assurer le développement de la citoyenneté, l'émancipation personnelle, dans des lieux ouverts qui demeurent finalement les derniers espaces de mixité sociale, non marchands et ouverts à tous. La question des nouveaux rythmes scolaires, et notamment des activités sur le temps périscolaire,
interroge de nouveau les liens entre écoles et d'autres partenaires, et nous questionne finalement sur le sens de nos missions, et surtout finalement notre efficacité. On dispose en effet de données contradictoires sur la lecture et la jeunesse. Ce qu'on sait, c'est que les dictées qui ont été réalisées à 20 ans d'intervalle entre 1987 et 2007 ont permis de constater que le niveau de compétence des élèves en orthographe était en baisse significative. Évidemment, il y a eu la 17e place de la France au classement PISA, des statistiques qui nous indiquent que 20% des jeunes sont en grande difficulté avec l'écrit. Et puis toutes les études sociologiques semblent quand même un peu nous le montrer. On interrogera Christophe Evans à ce propos. Mais parvenu à l'adolescence, il semblerait que les jeunes décrochent avec la lecture. Selon une enquête réalisée sous l'égide du ministère de la Culture, surtout ceux et celles qui affirment lire des livres tous les jours ne sont que 33,5% à 11 ans. Ce court pourcentage passe à 9% quand ils arrivent à 17 ans. À cet âge, les filles sont 2 fois plus nombreuses à lire que les garçons et selon des travaux récents, continuent de valoriser la lecture là où les jeunes garçons y voient une pratique un petit peu dévalorisante et impopulaire. 14,5% des enfants de 11 ans disent ne jamais ou presque jamais lire un livre, et ils sont 46,5% parvenus à l'âge de 17 ans à témoigner sans phare de leur désintérêt le plus total pour la question. Paradoxe, la massification scolaire, notamment marquée par la généralisation de l'accès à l'enseignement secondaire et l'extension de la scolarité au collège, après 1976, s'est accompagnée d'une baisse de la lecture des livres. Depuis une trentaine d'années, c'est un fait, chaque génération lit moins que la précédente, selon Sylvie Octobre, du département d'études des statistiques du ministère. Et moi, je m'interroge aussi beaucoup, j'espère qu'on pourra le faire en commun, sur le fait que ce décrochage de la lecture, finalement, se passe au moment où les pratiques collectives de lecture cessent en place. N'y aurait-il pas un lien de cause à effet? C'est peut-être quelque chose, une question à se poser. Dans ce concert de déploration, on vient souvent interroger les méthodes de lecture, et c'est très rarement finalement, qu'on se pose la question du rôle de la lecture publique et de ses acteurs, comme si les bibliothèques et les bibliothécaires n'étaient armés d'aucun outil, d'aucune expérience, pour tenter de répondre à cette érosion. On vient plutôt interroger, vous l'avez noté, médiatiquement, toujours les pratiques pédagogiques, mais pas vraiment la question de la lecture publique, finalement, dans la société, sa place dans la société. Dès les années 80, pourtant, sous l'impulsion de l'AFL, dont nous recevons, vous le savez, son illustre animateur en la personne de Jean-Claude Lambert aujourd'hui, des pistes d'action et de structuration débouchées notamment sur le lancement des dispositifs ville lecture. Ces pistes opérationnelles, ces recettes, entre guillemets, pour faire rayonner une politique du livre sur un territoire, aller chercher des faibles lecteurs, lutter contre l'illettrisme, restent pourtant encore totalement d'actualité. C'est des acquis de cette expérience ville lecture dont j'espère qu'on se servira aujourd'hui pour un petit peu avancer dans notre réflexion. Cette méthodologie rendait toute sa place aux médiateurs du livre, à tous les acteurs, à tous les intervenants de l'éducation nationale, notamment sur cette question. Il s'agissait aussi de l'idée toute simple que les médiateurs du livre ne pouvaient être que les seuls professeurs ou les seuls bibliothécaires. L'idée quand même un petit peu derrière, c'était de déscolariser cette question de la lecture publique, et sans doute faudrait-il aussi peut-être la débibliothécariser. Donc aujourd'hui, les bibliothécaires, à de trop rares exceptions près, concentrent tous leurs efforts sur une politique du lieu, leur cadre commune. Ceci explique d'ailleurs que le taux de pénétration, rapport entre le nombre d'utilisateurs de la bibliothèque et la population totale de la collectivité concernée, dépasse rarement la moyenne nationale, aux alentours de 15 à 16%. Nous sommes des gens qui nous enorgueillissons de laisser de côté 85-86% de la population. Or, c'est pas de rien. Depuis au moins 2 décennies, de congrès en congrès, les bibliothécaires s'alarment. Comment dépasser ce cap? Comment faire venir certaines catégories de la population dans nos lieux, comme les adolescents? Comment toucher les catégories socio-professionnelles les plus défavorisées, les catégories d'individus aux capitaux culturels et sociaux parmi les plus faibles? Alors, si de louables efforts ont été faits par les bibliothécaires, notamment empruntant un petit peu à certaines théories du marketing, des libraires,
les bibliothécaires ayant parfois cette petite tendance élitiste. Vous avez compris qu'ils ont longtemps été sous la tutelle de l'éducation nationale, donc ils ont encore cet arrière-plan idéologique, il leur faut éduquer les masses. Donc leurs collections, parfois, sont un petit peu élitistes. J'ai l'habitude pour dire qu'en constituant des collections de lecteurs de Télérama Bac plus 5 pour lecteurs de Télérama Bac plus 5, on n'attire que des lecteurs de Télérama Bac plus 5. Et du coup, ça limite beaucoup l'audience de nos bibliothèques. Alors, on a bien des actions menées par ces bibliothécaires, le rituel contesté, les visites de classe, les projets éducatifs globaux, dont certains ont donné des actions très intéressantes, comme à Lille, le centre de ressources de Montpellier, qui est un réservoir pour les décédés, les crèches, les haltes de garderie, les centres de loisirs, les contrats territoires lecture, lesquels se trouvent souvent englobés dans les projets éducatifs territoriaux. Certaines bibliothèques mènent des projets de soutien scolaire, de préparation au bac, investissent des manifestations littéraires. Mais les choses, finalement, les indicateurs restent rouges, et on a encore du travail à faire. C'est l'objet de cette journée, donc je vais terminer là-dessus en vous disant que si, comme le dit l'AFM, le nombre de lecteurs est un bon indice du degré de démocratie dans nos sociétés, si on considère que la lecture est un des fondements de la liberté, qu'elle aide toute personne à maîtriser sa vie, qu'elle permet aux citoyens d'être actifs, lucides et éclairés. Si on fait sienne, enfin, cette formule qui postule que lire, c'est penser, comprendre, imaginer, analyser, s'épanouir, c'est aussi rencontrer la pensée de l'autre, la partager, lui opposer d'autres idées. J'espère vivement que cette journée nous permettra de réfléchir ensemble, professeurs, personnel de l'éducation nationale, bibliothécaires, psychologues scolaires, sociologues du livre et de la lecture, animateurs socioculturels, intervenants auprès du jeune public, membres des réseaux d'éducation populaire, à la coordination de nos actions, à une mobilisation salutaire de tous au service de la lecture. Je vous remercie de votre attention.